Merci beaucoup, merci de votre accueil dans ce bâtiment de l'ENA, historique, boulevard de l'Observatoire, qui a formé, si j'ai bien compris, avant l'ENA, des générations d'administrateurs outre-mer. Juste un mot pour vous présenter l'EIFR, le European Institute for Financial Regulation, qui est un organisme, une association qui a été créée il y a maintenant 3 ans, dans le cadre de Paris Europlace, qui est l'organisation en charge de promouvoir et développer la place financière de Paris. L'idée de l'EIFR est de développer les échanges entre les régulateurs et les professionnels au niveau européen pour améliorer le dialogue, mieux faire comprendre aux régulateurs les contraintes des professionnels et mieux faire comprendre aux professionnels les avantages d'une régulation équilibrée, qui est pour nous l'un des points essentiels de la compétitivité de la place financière de Paris et plus largement de la place financière européenne. Je rappelle que Michel Prada, ancien président de l'AMF, avait été beaucoup à l'origine de la création de cette association, au moment où il participait aux travaux internationaux de IOSCO et nous a beaucoup incité à développer ce type d'outils européens et international. Je ne résiste pas à l'idée de vous dire que le concurrent britannique qui a été créé en même temps que nous a stoppé récemment ses activités. L'EIFR continue son chemin. Un mot alors également pour accueillir notre invité de marque d'aujourd'hui, Philippe de Fontaine-Vive, qui est un ami de longue date, a passé une partie de sa carrière au Trésor. Il est d'abord né à Marseille, ce que je me rappelais, et ce qui explique probablement, on le verra plus tard, pourquoi il s'intéresse beaucoup aux pays de la Méditerranée, y compris dans ses nouvelles fonctions. Il a passé l'essentiel de sa carrière d'abord au ministère de l'économie et des finances. Il a été administrateur suppléant pour la France auprès de la Banque mondiale de 1990 à 92 et est revenu ensuite au ministère de l'économie et des finances de 1992 à 2003, où il a exercé différentes fonctions dans le domaine des assurances, conseiller pour les affaires internationales du ministre de l'économie et des finances, chef du bureau des transports, sous-directeur pour la dette, le développement et les marchés émergents de 1996 à 2000, un sujet prédestiné pour la suite de ses activités, sous-directeur en charge des participations de l'État de 2000 à 2002, et enfin chef du service du financement de l'État et de l'économie en 2002 et 2003, date à laquelle il rejoint la Banque européenne d'investissement, où il est aujourd'hui vice-président de la Banque européenne d'investissement. Un sujet pour nous essentiel, celui de la BEI, acteur au premier rang du pacte de croissance européen. Et je crois que Philippe va nous en parler. Acteur au premier rang d'une question sur laquelle nous travaillons beaucoup en ce moment, qui est celle du financement de l'économie européenne, des entreprises et notamment des PME, ETI. Je ne sais pas d'ailleurs si le terme résonne à Luxembourg de ces entreprises de taille intermédiaire. Nous en avons parlé et Philippe a participé hier à une présentation importante au ministère de l'économie et des finances à Bercy, en présence de Pierre Moscovici. Ce sujet, je termine là-dessus et je lui donne la parole en sachant que nous avons, au titre d'Europlace, remis des travaux importants au début de cette année pour justement essayer de montrer, d'une part, le changement de modèle en cours au niveau européen du financement de notre économie et de nos entreprises, un modèle qui va évoluer vers moins de financement bancaire, plus de désintermédiation, en conséquence justement
des nouvelles régulations financières européennes et internationales vers la nécessité pour les entreprises de recourir plus à des financements externes, bancaires et surtout marchés, actions, dettes sur lesquelles nous devons nous organiser. C'est une action importante dont s'occupe aujourd'hui la place financière de Paris, Paris Europlace, en accompagnement des initiatives européennes. La BEI, à l'occasion de ce Conseil européen de l'année dernière, a trouvé une notoriété qu'elle n'avait pas toujours eue dans le passé. Parce qu'elle est certainement modeste et qu'elle tient à le rester, ça, je peux vous le dire sans état d'âme. Mais deuxièmement, parce que c'est la première fois qu'elle est en situation de devoir dire merci aux chefs d'État et de gouvernement qui, l'an dernier, alors qu'ils étaient dans une situation financière et budgétaire particulièrement difficile, ont décidé une augmentation de capital d'une banque publique à hauteur de 10 milliards d'euros. Ce qui ne va pas de soi. Moi, je suis toujours étonné de voir le peu de commentaires qu'a reçu une telle décision courageuse de la part des 28 chefs d'État et de gouvernement, alors qu'ils ont à gérer soit des fins de mois, soit des fins d'année difficiles, chacun d'entre eux, à hauteur de sa quote-part au capital de la Banque européenne d'investissement, s'est engagé à dire oui en moins de 6 mois, 28 États, 28 parlements, et c'est ce qu'ils ont fait avant la fin de l'année 2012, et même, non seulement ils ont pris cet engagement à la fin de l'année 2012, mais en plus ils l'ont réglé au premier trimestre 2013 pour plus de 9 sur 10. Et donc nous avons reçu dans les caisses de la BEI au 31 mars 2013 un petit peu plus de 9 milliards d'euros de cash venant des budgets des États membres. Dans ces contributions, il y a notamment un virement du Trésor français d'un petit peu plus de 1,6 milliard d'euros, ce qui n'est pas une somme négligeable quand je vois tous les débats politiques et budgétaires que donne n'importe quelle mesure qui est au-delà des 100 millions d'euros à l'heure actuelle. Donc, pourquoi est-ce que les 28 chefs d'État et de gouvernement ont pris cette décision? Pourquoi leurs 28 parlements l'ont validée? C'est que nous avons pris de notre côté un engagement clair, un engagement financier simple, qui est justement comment nourrir notre contribution à la croissance avec un chiffre simple, qui était de dire si nous avons 10 milliards d'euros d'augmentation de capital, ça permettra d'une part de conforter notre bilan, mais ça n'aurait pas suffi à motiver les chefs d'État et de gouvernement, mais ça nous permettra de produire 60 milliards d'euros de prêts à travers l'Europe dans les 3 années en cours, 2013, 2014, 2015. Et puisqu'on est en France et qu'il vaut donc mieux avoir un chiffre français en tête très clair, alors que nous étions à un niveau d'activité en France en 2012 de 4,3 milliards d'euros dans l'année de financement, on a pris l'engagement de passer à 7 milliards en 2013, 7 milliards en 2014 et 7 milliards en 2015, ce qui fait une augmentation d'un peu plus de 60% de cette activité. Et comme la Banque européenne d'investissement n'intervient pas seule, on n'apporte jamais 100% du financement, en moyenne on en apporte un tiers, ça veut dire que grâce à ce 1,6 milliard de contributions budgétaires de la France, il y a une attente d'avoir plus de 20 milliards d'euros d'investissement facilité par an durant chacune de ces 3 années. Et c'est ça qui a déclenché la décision politique qui, à ma connaissance, n'a donné lieu à aucun débat polémique au Parlement français, puisque c'était dans la loi de finances pour 2013, qu'il y a eu d'autres composantes qui ont, elles, fait débat. Et donc, cette idée qu'il est bon d'investir dans des instruments européens pour faciliter un retour de la croissance est une idée qui semble consensuelle et qui mérite, s'agissant de la BEI, de revenir sur comment est-ce qu'on peut le mettre en œuvre. Parce que vous imaginez bien qu'une institution comme la Banque européenne d'investissement, qui a son siège à Luxembourg, qui n'a que 2000 salariés, et qui doit faire face à une augmentation d'activité de ce fait de 40%, doit absolument mobiliser d'autres pour pouvoir être capable de délivrer en temps et heure ces engagements.
On est, là encore, je remercie les organisateurs de cette séance d'avoir choisi ce moment, parce que c'est non seulement celui du Conseil européen, mais en prévision de ce Conseil européen, c'est également le moment où on a montré comment on allait le mettre en œuvre, avec 2 accords. Un pour les collectivités publiques, qui est un accord avec la Caisse des dépôts et consignations, que nous avons signé avec Jean-Pierre Jouyet le 11 juin, donc il y a maintenant 14 jours, 2 semaines exactement. L'idée très simple, c'est que la Banque européenne d'investissement est capable de traiter en direct, j'allais dire presque seule, en tout cas avec ses équipes, des grands projets de TGV, des grands projets. On parlait, en prenant le café en attendant ici, d'extension de l'aéroport de Lyon, ça sera le 11 juillet, donc on est dans cette actualité des grands projets d'investissement. Mais par contre, pour la foultitude de petits projets portés par les collectivités publiques qui sont inférieurs à 100 millions d'euros, c'est absurde de vouloir avoir une instruction qui passe par Luxembourg avec des équipes dédiées, avec des effectifs qui sont limités. Et donc on fait cause commune avec la Caisse des dépôts et consignations. Le gouvernement a mis à sa disposition, vous le savez certainement, une masse de 20 milliards d'euros au titre des fonds d'épargne que permettent les collectes exceptionnelles des livrets défiscalisés à l'heure actuelle. Et donc ces 20 milliards d'euros venant de la Caisse des dépôts d'un côté et pour faire simple, notre capacité de financement de l'ordre de 21 milliards, 3 fois 7, des 3 années que j'ai évoquées, permettent de dire aux collectivités publiques, vous avez en région les délégués régionaux de la Caisse des dépôts et consignations, allez les voir. Non seulement vous avez vos partenaires bancaires commerciaux avec qui nous continuons à travailler, bien entendu, mais il y a en plus quelqu'un qui peut faciliter l'instruction technique et nous faire remonter rapidement les dossiers. Ça, c'est pour les collectivités publiques. Et hier à Bercy, tu viens d'y faire référence. Nous avons signé cette fois-là avec Nicolas Dufourcq, le directeur général de la toute nouvelle BPI, un accord exactement dans le même état d'esprit, qui est de dire pour les patrons de PME, vous avez les délégués régionaux de la BPI. Bien entendu, vous avez vos banques commerciales avec qui nous travaillons. Hier encore, on a signé des accords avec le groupe BPCE, mais à côté des banques commerciales, si vous avez des projets qui sont nouveaux, qui sont avec un profil de risque qui mérite une étude particulière, qui méritent peut-être des garanties du niveau régional, allez voir les délégués régionaux de la BPI qui, là encore, seront, en application de l'accord signé hier, seront en quelque sorte nos porte-parole, nos représentants indirects. Chacun reste responsable, bien entendu, de ses décisions de financement, mais c'est une façon de faire passer le message, à la fois dans le public et dans le privé, qu'il y a des disponibilités de financement, et françaises et européennes, pour que les financements, les investissements cessent d'être reportés.